Bon, t'es prête, Châtaigne? C'est décidé, je t'emmène. Tu préfères quoi? Voiture, avion ou train? La gare, c'est une bonne option. On va voir si tu voyages aussi bien qu'une valise. Ah Isabelle, on se retrouve pour partir en Bretagne. Oui. Est-ce que je peux asseoir Châtaigne ici, sur le fauteuil à côté de moi? Non, ça va pas être possible. Bon, elle doit se mettre où? Elle doit être à vos pieds, sage, couchée, pas bouger, pour pas gêner les autres voyageurs. Donc a priori même pas dans l'allée, il faut vraiment que je ne gêne pas le passage. Le moins possible. Et que je la mette entre mes jambes. Voilà. C'est l'idée générale. Billet de train ou pas billet de train? Billet de train. Composté? Composté. Billet de C'est train quoi le composté. 50% d'un billet de seconde. Voilà. Pour les chiens de plus de 6 kilos. En laisse, en bien laisse, sûr. muselés. Muselés, même elle, non. Si, tous les chiens muselés. Tous les chiens muselés, même qui ne sont pas considérés comme catégorie dangereuse. Tout à fait, même la crème des crèmes muselée, c'est mieux, de toute façon. Oui. Les chiens de moins de 6 kilos peuvent donc voyager moyennant un petit forfait de 5,10 €. 5,10 € billet forfaitaire, voilà, pour un petit chien. Pour un petit chien et pour les chats, c'est également c'est le même prix, dans une boîte, un panier de transport. Et si mon voisin de fauteuil ne supporte pas les animaux, qui a tort, qui a raison? Je peux quand même lui imposer parce que j'ai payé le billet, ou il est en droit de demander que je sorte? A priori, c'est à vous de partir. C'est à vous de trouver une autre place pour vous installer avec votre chien. Et c'est au contrôleur de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour les deux parties. En voiture, on est quand même plus libre pour transporter l'animal. Encore que, il y a des précautions à prendre. Que dit le code de la route? Alors, le code de la route précise rien concernant les animaux, mais il précise qu'il ne faut pas être gêné dans la conduite. Donc, il faut absolument éviter que le chien ou le chat puisse circuler dans la voiture. Et de toute façon, il faut absolument éviter qu'en cas de freinage brusque, il soit projeté vers l'avant. Alors, attaché, ça veut dire qu'on peut acheter un harnais. Alors, moi, j'ai fait mes petites emplettes pour le chien. Il y a des harnais pour chiens. Moins de 15 €. Moins de 15 €. Il y a des petits harnais pour chats aussi qui fonctionnent très bien. Ça, c'est le haillon de sécurité. Alors on voilà. peut approcher 9,90 €. Voilà, ça c'est donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Filet de sécurité entre les passagers et éventuellement le coffre s'il est ouvert, évidemment. Voilà. On met pas le chien dans le coffre. Non, bien sûr, on met pas le chien dans le coffre. Petit bémol, vérifiez avant que le chien n'a pas une petite tendance au grignotage. ça peut arriver quand même. Si on a quelques kilomètres à faire, oui. Ça peut l'occuper en même temps. En même temps, oui, ça occupe. Qu'est-ce que vous avez dans les mains, ça? Alors ça, c'est un petit nécessaire gamelle de voyage. Oui. Donc il y a une gamelle pour boire, une gamelle pour manger. D'accord. Et le petit... La réserve à croquettes. La réserve à croquettes. Voilà. Comme ça, on est équipé. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça coûte combien? Une quinzaine d'euros à peu près. Enfin bon, vraiment... Selon les marques. Voilà. Donc ça, c'est pour la voiture. Voilà. Si on choisit l'avion, ça coûte cher d'emmener son chien en avion? Ça dépend des compagnies. Il y a des compagnies qui demandent un pourcentage, d'autres qui demandent un forfait. Cabine ou soute? En cabine, moins de 6 kilos. Mais attention, c'est moins de 6 kilos, caisse de transport comprise. Il faut s'assurer auprès de la compagnie que la caisse que vous avez est réglementaire. Et sinon, après, le chien trop gros, c'est dans la soute? C'est une soute, évidemment, qui est chauffée, aérée. Il sera comme un coq en pâte. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais donc, il partira en soute. Toutes les compagnies aériennes acceptent les animaux? Alors, toutes les compagnies aériennes classiques acceptent les animaux, à l'exception des animaux, des chiens de première et deuxième catégorie. Les chiens supposés dangereux, donc Air France les refuse. Sinon, donc, tous les animaux, chiens ou chats, sont refusés sur les compagnies low cost. Donc, l'animal en vacances a quand même un sacré coût. Voilà, ça finit par faire un petit budget quand même pour emmener son animal. Et si on parlait des emballages alimentaires? Ils représentent une part importante de nos déchets et une part non négligeable du coût d'un produit. Alors, on les regarde avec un œil noir et c'est vraiment trop injuste, car savez-vous qu'ils n'ont pas que des aspects négatifs? Regardez, c'est étonnant. Une plaquette de beurre protégée d'un papier ingraissable et indéchirable, une conserve à ouverture facile ou encore un sachet d'emmental que l'on peut refermer à son gré. Ces dernières années, l'emballage a pris une toute nouvelle ampleur auprès du consommateur,
sans même que ce dernier ne s'en rende vraiment compte. Communiquer sur l'emballage est un savoir-faire qui est parfois difficile pour une marque. En effet, pour le consommateur, l'emballage a des aspects très positifs tant qu'il accompagne le produit. Mais lorsque le consommateur s'est servi du produit, il lui reste entre les mains un déchet. Il faut dire qu'à chaque rentrée des courses, c'est le même rituel. Vous rangez, mais surtout vous triez et jetez vos emballages. Et comme un Français sur deux, vous les trouvez bien trop envahissants. En France, chaque foyer jette en moyenne 10 emballages par jour et en trie 45 kilos par an. Source de pollution, l'emballage fait figure de mauvais élève ces dernières années. Une tendance que les industriels cherchent à inverser. La conception d'un emballage ne se justifie que parce que cet emballage rend service. Donc les fonctions évoluent au rythme des modes de vie des consommateurs. Donc d'enveloppe protectrice, l'emballage est devenu de plus en plus marqueté, en particulier lors de l'avènement des supermarchés dans les années 1960, où en absence de vendeurs, cet emballage est devenu ce qu'on appelle le vendeur silencieux. Les années 90 nous ont fait réagir pour la protection de l'environnement. Donc l'emballage s'est doté de fonctions environnementales. Et c'est même devenu le principal argument de vente de certains fabricants, comme pour ce spécialiste de la brique alimentaire. On s'est fixé comme objectif d'arriver en 2020 à avoir une brique qui soit complètement fabriquée à partir de ressources renouvelables. Le carton, c'est déjà le cas pour 75% de la brique, mais ça va être le cas pour le plastique. D'abord le plastique des bouchons, puis ensuite le plastique qui est dans la brique alimentaire, et puis ensuite l'aluminium. On va essayer de se passer de l'aluminium et de le remplacer justement par un plastique végétal. Et le pari n'était pas forcément gagné d'avance. En effet, la brique traînait jusqu'à peu encore une réputation d'emballage difficilement recyclable de par sa composition complexe, carton, plastique, aluminium, et pourtant... C'est relativement facilement recyclable en trempant la brique dans de l'eau, sans poudre de perlimpinpin, sans produits chimiques, sans rien du tout. Et juste en mixant cette brique dans de l'eau, et bien, au bout de quelques minutes, le carton se sépare des polyéthylène et l'aluminium. Le recyclage s'améliore donc et n'oublions pas que les emballages permettent aussi de prolonger la conservation des denrées alimentaires et qu'ils présentent de nombreux autres avantages. Si on considère l'évolution de l'emballage, la première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il est de plus en plus pratique pour accompagner, encore une fois, nos modes de vie. Un vinaigre en spray, un système de bouchon malin qui permet de doser à sa convenance, une boîte de pâte avec fourchette intégrée, une étiquette de bouteille d'huile qui ne se tache pas ou encore un conditionnement fractionné pour emporter le produit avec soi. Ces nouvelles techniques d'emballage qui nous facilitent la vie font le bonheur des consommateurs et des industriels du secteur. Cette entreprise d'agroalimentaire a beaucoup misé sur l'emballage micro-ondable de sa gamme Snacking. Ici, l'emballage n'est plus seulement une protection, il agit directement sur la préparation du produit. Donc c'est un emballage qui est constitué d'une barquette de carton dans lequel nous avons plaqué un matériau plastique qui nous permet d'avoir l'étanchéité du produit. À l'intérieur duquel nous avons ajouté des petites parties réflecteurs qui vont dorer et faire croustiller le pain. Quand le produit va au micro-ondes, vous avez l'effet cocotte-minute. Le produit va se gonfler, la vapeur d'eau va gonfler, va faire gonfler l'emballage et à un moment donné, l'emballage va céder volontairement. Il va faire un bop, nous permettant caractéristiquement d'évacuer la vapeur d'eau de l'emballage. Le résultat, le voici. Autre exigence des consommateurs, la sécurité sanitaire. L'industrie agroalimentaire, première consommatrice d'emballage, est la plus confrontée à des exigences réglementaires. La réglementation est très prégnante, elle est très contraignante, mais elle est sécurisante pour le consommateur. Elle ne cesse d'évoluer, elle évoluera au fur et à mesure des développements. Un exemple, l'Europe nous a permis depuis 2 ans, grâce à une réglementation établie, de pouvoir utiliser des matériaux recyclés au contact des aliments. Mais en France, il n'est pas impossible que vous trouviez dans les années qui viennent des emballages hautement technologiques. Grâce aux puces électroniques, vous pourrez avoir des indications sur la provenance et la nature d'un produit via un smartphone. D'autres emballages vous permettront, en changeant de couleur, d'évaluer la maturité d'un fruit. Enfin, certains autres seront munis de relargueurs de saveurs. Et qui a dit que l'emballage était inutile ?